Aujourd'hui, je vous propose d'aller au petit musée de l'huître d'Andernos-les-Bains. Alors vous allez voir, c'est un tout petit musée, mais qui est très riche en informations. Donc nous allons être accueillis par Colette, qui est la guide, et qui va donc nous donner des tas et des tas d'informations sur l'histoire de l'huître sur le bassin d'Arcachon. Venez, accompagnez-moi. Bonjour Colette. Bonjour messieurs dames. Alors, comment vas-tu? Très bien. Alors, le petit musée de l'huître. Voilà, ce petit musée a été créé par des personnes qui faisaient des bénévoles du comité de la fête de l'huître qui ont eu l'idée de créer cet environnement pour promouvoir l'huître du bassin d'Arcachon et expliquer l'huître dans le bassin d'Arcachon de leur origine à nos jours. Eh bien, Voilà. écoute, donc là, on va faire la visite avec toi. Donc, tu vas nous parler bien sûr de l'ostréiculture, du métier d'ostréiculteur. Oui. Après, on verra un petit peu l'historique. Tu nous parleras bien sûr de la reproduction, du captage, du détrocage, de l'élevage de cette fameuse huître du bassin d'Arcachon. On parlera aussi un petit peu de prédateurs. Et on en parlait tout à l'heure. On a un nouveau d'ailleurs prédateur qui est sur le bassin, qui est très inquiétant. On parlera de la commercialisation. Également. Et puis après, savoir en diététique, c'est l'huître très bonne à manger. Bien sûr. Je commence toujours par l'historique. Il faut savoir que aussi loin que l'on puisse remonter, on trouve des huîtres fossiles dans le bassin d'Arcachon. Toute l'Aquitaine, il y a des millions d'années, était recouverte d'eau. D'ailleurs, on trouve actuellement des huîtres fossiles à Sainte-Croix-du-Mont. Carrément, Dans les terres. à 80 km d'ici. D'accord. Sont tellement que ce sont carrément des falaises d'huîtres fossiles. Il faut croire qu'il y en avait beaucoup. Donc, dans le bassin d'Arcachon, il y a toujours eu des huîtres. Donc la mer recouvrait donc toute cette partie de l'Aquitaine. Toute l'Aquitaine. Ces huîtres dans le bassin, alors plus près de nous, elles étaient sauvages. Elles n'étaient pas travaillées, elles n'étaient pas cultivées. Les gens du cru les consommaient, en faisaient peut-être du commerce, Oui. mais bon, ça, très certainement même, mais c'était local. Ça se consommait sur le bassin jusque dans les années 1850. Il faut savoir que les cours d'Europe, les rois et toutes leurs cours, étaient très friands d'huîtres. Tout à fait. Ils en consommaient énormément. Donc, c'est sous Napoléon III qui en consommait lui particulièrement, le plus possible, de repas possible, disons, savoir qu'il en consommait plusieurs douzaines en un seul repas. D'accord. Peut-être parce que on prétend qu'elles sont hermaphrodites, qu'elles sont, aphrodisiaques, pardon, qu'elles sont aphrodisiaques, c'était peut-être pour cela qu'ils voulaient en consommer autant, enfin ça, l'histoire ne le dit pas. Mais donc c'est sous lui, sous Napoléon III, que l'ostréiculture a été réglementée. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, l'État a alloué des terres aux gens qui désiraient en faire leur métier. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu l'ostréiculture. Les huîtres que l'on trouvait à ce moment-là, ce n'étaient pas du tout celles que l'on trouve actuellement. C'était des huîtres plates que l'on appelait ici de la gravette. D'accord. Ce sont des petites huîtres beaucoup plus plates que celles que l'on trouve actuellement. Alors, actuellement, on en trouve sur les étals au moment des fêtes, bien souvent. On appelle les poissonniers vendent ça sous le nom de belon, bien souvent, parce que en France, on en trouve uniquement, elles ne sont cultivées uniquement qu'en Bretagne, dans le ruisseau qui s'appelle le Belon. La rivière de Belon. Voilà, donc c'est le seul endroit en France où l'on trouve de ces huîtres plates, gravettes. Ici, ça s'appelait de la gravette. Donc la première huître apparue endémique du bassin, c'était une huître plate. C'était une huître plate. D'accord. Donc, à partir donc, des années 1850, ben, ça a été un petit peu l'âge d'or de l'ostréiculture jusqu'aux années 1900.
Donc pas mal d'ostréiculteurs se sont installés et ont pu vivre de ce métier qui était très dur à cette époque-là. Et dans les années 1900-1910, une maladie s'est mise sur ces huîtres plates et elles ont toutes été décimées. Donc, la totalité de la production du oui, bassin petit à petit, voilà, ça s'est fait petit à petit, mais actuellement on n'en trouve plus du tout dans le bassin d'Arcachon. Plus de plates. Des huîtres plates. Mais auparavant, quelques années auparavant, un bateau qui transportait justement des huîtres du Portugal en Angleterre, à la cour anglaise, a essuyé une avarie au large de la Gironde et bon, il s'est mis à l'abri dans la Gironde. Mais bien sûr, les moyens de transport n'étant pas ceux qui sont actuellement, les huîtres, elles sont mortes. Et comme une huître morte, ça sent pas très bon, une cargaison, je suppose que ça devait empester le bateau. Donc le capitaine a demandé à ses matelots de jeter toute la cargaison par-dessus bord. Ce qu'ils ont fait, mais parmi ces huîtres-là, il y avait quelques-unes qui n'étaient pas mortes. Donc elles se sont reproduites. Elles ont trouvé un terrain favorable pour qu'elles puissent se reproduire. Elles se sont reproduites dans la Gironde et elles ont colonisé du bassin d'Arcachon jusqu'au nord de la Bretagne, toute la côte atlantique. Ce qui a permis aux ostréiculteurs, quand les huîtres plates sont mortes, de pouvoir aller récupérer. Déjà, il y en avait un petit peu qui s'étaient reproduites dans le bassin, mais surtout, il y en avait beaucoup en Gironde, dans la Gironde. Donc, ils ont pu aller récupérer des petites huîtres qu'ils ont réintroduites dans le bassin, et ce qui leur a permis de revivre de leur métier. Donc, c'est cette huître qu'on appelait la portugaise. Voilà. Alors, pour faciliter les choses, pendant à ce moment-là, on a appelé ces huîtres-là des portugaises. Quelle différence il y a justement entre cette huître plate de Belon et cette huître donc qu'on appelait la portugaise? Non, énormément. L'huître de la Gravette, elle est vivipare, c'est-à-dire qu'elle féconde ses œufs à l'intérieur de l'huître et elle va faire des petites huîtres, des larves, des petites larves qui vont évoluer par la suite. Alors que les portugaises, elles sont ovipares. Elles vont pondre des œufs qui vont éclore petit à petit dans leur milieu naturel. D'accord. Voilà. C'est une grande différence. En plus, les huîtres plates, elles ne produisent beaucoup moins de larves que les autres. On a une idée de la production de larves pour une huître à peu près portugaise? Ça peut être des milliers. Des milliers. Des milliers. Voilà. Donc dans cette petite poche de lait qui est rejetée ensuite dans l'eau, on peut avoir des milliers d'œufs ou de larves. D'accord. Voilà, énormément. Alors bon, exactement, on n'est pas sûr. Bon. Donc là, on est dans quelles années là, à peu près, quand on introduit 1910? Voilà, 1910-1920. 1920. Jusque dans les années 1970-1975. Ah, quand même. Là, à nouveau, alors là aussi, ça a été une période faste. Pour les ostréiculteurs qui ont bien pu vivre de leur métier et il y a eu beaucoup de gens qui se sont installés, surtout dans le bassin d'Arcachon bien sûr, mais partout. Mais à nouveau, ces huîtres portugaises ont attrapé une maladie et elles ont été toutes décimées sur 3-4 ans. D'accord. Alors là, plus du tout, les ostréiculteurs ne pouvaient à nouveau plus vivre de leur métier. Alors on pense que cela venait, il n'y avait pas les moyens d'analyser qu'il y a actuellement. Mais on pense très sérieusement que cela venait du fait des peintures que l'on mettait sur les bateaux qui étaient tous en bois à ce moment-là. Et qu'il y avait beaucoup d'antifouling dans la composition de ces peintures. Et que ces antifoulings étaient néfastes à la reproduction des huîtres, puisque à ce moment-là, c'était déjà beaucoup les petites qui mouraient, mais après, petit à petit, elles ont toutes été décimées. Oui, parce que comme l'huître est un filtreur, voilà. donc elle filtrait l'eau qui elle était contaminée, et elles sont mortes. Voilà, elles mouraient de pesticides en quelque sorte. Tout à fait, voilà. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, les ostréiculteurs, pouvant plus vivre de leur métier, sont allés chercher des petites huîtres, du naissin, on appelle ça du naissin, les petites huîtres, au Japon, au large de Fukushima. Et en même temps, ils sont allés chercher des grosses huîtres mères au Canada. Alors c'était la même souche. Oui. C'était la même souche, mais les Canadiens n'avaient pas le droit de vendre des petites. Alors ils sont allés les chercher au Japon.
Donc, actuellement, c'est cette souche-là que l'on trouve partout en France et dans les autres pays européens ou ailleurs. C'est toujours, bon, bien sûr, on facilite en appelant ça de l'huître japonaise, oui. mais c'est la même souche que l'on trouve partout, en D'accord. principe. Voilà. Et depuis, eh ben, l'ostriculture a pu reprendre de l'essor et à nouveau, ben, voilà, les gens peuvent vivre de leur métier. Donc après cet historique, est-ce que maintenant tu peux nous parler donc de la reproduction? Donc comment, c'est-à-dire entre le moment où tu nous as parlé donc de lait, tu nous as parlé d'œufs, et comment arrive-t-on donc à pouvoir consommer l'huître qui se présente devant nous? Donc, moi, j'ai pour habitude de dire que le bassin d'Arcachon est la nurserie des huîtres. Alors, dans le nurserie, parce que toutes les huîtres, il y a quelques années de ça, toutes les huîtres que l'on trouvait en France et ailleurs venaient pratiquement du bassin d'Arcachon. Ça se reproduit plusieurs fois dans la saison. Ça ne se reproduit pas qu'une seule fois. D'accord. Voilà, ça peut se reproduire 3-4 fois une huître dans la saison. D'accord. Donc la première fois, elles jettent toute leur laitance en une fois, Oui. mais après elles peuvent se reféconder Oui. et se reproduire 2 ou 3 fois de plus. D'accord. Voilà. D'accord. Mais si l'eau est trop fraîche, là à ce moment-là, on n'aura pas le nécessaire. Voilà. Donc en priorité, il faut qu'il y ait une température de l'eau qui atteigne 23-24 degrés. Vous pensez bien qu'en Bretagne, dans toute la période, la côte atlantique, ce n'est pas possible. Et il faut qu'il y ait une certaine salinité de l'eau qui atteigne aussi 22-23% de salinité dans l'eau. Donc dans le bassin d'Arcachon, c'est possible. La salinité, parce qu'il y a des ruisseaux qui se déversent dans le bassin, donc qui amènent de l'eau douce. Oui. Et la température de l'eau, c'est l'effet des marées qui fait que quand la marée est basse, les terres avec le soleil se réchauffent et quand l'eau remonte sur les terres, elle réchauffe l'eau. Donc c'est un endroit propice à la reproduction des huîtres. En Méditerranée, l'eau est trop salée. D'accord. Les eaux peuvent atteindre des températures plus élevées, mais la salinité de l'eau est trop élevée. Donc, l'endroit est tout à fait idéal. Toutes les conditions requises sur le bassin. Pour que les huîtres puissent se reproduire. Bien sûr, elles se reproduisent en été, puisque c'est à cette période-là que les eaux se réchauffent. Quand on consomme des huîtres, on se rend compte qu'à cette période-là, il y a une poche crème dans l'huître. C'est une poche pleine d'œufs. Et elles sont hermaphrodites, les huîtres. Donc elles peuvent être mâles ou elles peuvent être femelles. Quand toutes les conditions sont requises, les mâles envoient leurs semences dans l'eau, les femelles envoient leurs œufs dans l'eau et ça se féconde naturellement dans l'eau. D'accord. Au bout d'une dizaine de jours, vont naître des larves minuscules. Et ces larves, il faut absolument qu'elles se fixent sur un support pour pouvoir évoluer et devenir des huîtres. Elles vont se fixer sur tous les supports qu'elles vont trouver. Elles vont se fixer sur un bout de bois, sur les coques des bateaux, sur les quais des ports. Voilà. Mais il faut qu'elles s'accrochent quelque part. Voilà, il faut qu'elles se fixent sur quelque part. À l'ostréiculteur, ça ne va pas l'intéresser parce qu'il ne pourra pas les récupérer, étant donné que comme elles vont être très collées, quand il va vouloir les récupérer, il va casser les coquilles, donc il ne peut pas récupérer le naissin. Ça s'appelle du naissin, les toutes petites huîtres. Donc un ingénieur qui s'appelait Monsieur Michelet, dans les années 1890, comme ça, a eu une idée, c'était de mettre des tuiles de toit, tout à fait normales. Des tuiles de toiture. Des tuiles de toiture, tout à fait normales. S'il les met dans l'eau, voilà, les larves vont se fixer dessus, mais le problème va être le même que sur tout le reste, c'est-à-dire que quand il va vouloir les récupérer, il va casser les coquilles. Il va casser les coquilles. D'accord. Donc cet ingénieur a trouvé un autre système, c'est de plonger les tuiles dans un enduit fait de sable, d'eau et de chaux. Ça va faire
une croûte sur la tuile. Les larves vont se fixer dessus et pendant 6-7 mois, elles vont grossir là-dessus. Mais comme ça va avoir séjourné dans l'eau, eh ben ça va devenir friable et ça va très facilement, il va pouvoir gratter. D'accord. Et il va pouvoir très facilement récupérer ces petites huîtres. Sans les abîmer. Sans Puisque c'est le support qui va s'en aller. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc au printemps, on appelle ça blanchir les tuiles. Alors une fois que l'on a blanchi les tuiles à la chaux, on les met donc sur la pinasse et ensuite on va les mettre donc sur les parcs. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les dispose comme ça à droite et à gauche ou alors on les stocke? Alors elles sont posées sur, on appelle ça des chantiers. Ce sont un amalgame, si vous voulez, de ferraille sur lesquelles les huîtres sont posées en quinconce, de façon à ce que l'eau puisse passer dessous, et que les petites larves puissent se fixer à l'abri sous les tuiles ou éventuellement dessus, là où elles veulent, voilà, que l'eau puisse passer librement. Donc elles sont posées comme ça, bien sûr sur des centaines de mètres en longueur. Autrefois, elles étaient posées de la même façon, mais dans des cages en bois. Le travail était encore beaucoup plus important, puisque ces cages, ce bois, eh bien, dans le bassin, il se pourrissait. Il pourrissait, oui. Donc il fallait l'enduire de goudron. Et il fallait tous les ans remonter ces cages, les nettoyer puisqu'ils se fixent des petites huîtres, oui. Puisque je vous ai dit qu'elles se fixaient sur tout, les larves. Donc il fallait gratter, sécher, repeindre. Voilà, gratter ces cages en bois, les réenduire de goudron pour les reposer dans le bassin de façon à pouvoir y mettre les tuiles à l'intérieur. C'était un travail supplémentaire très important. Là, nous avons du naissin qui a peut-être à peu près 1 mois. Tout ça, ce sont des petites huîtres nées il y a à peu près 1 mois et qui se sont fixées sur la tuile. Oui, donc là, c'est un peu exceptionnel. Il n'y en a pas toujours autant. Ouais. Voilà. Il y en a un petit peu dessus et il y en a un petit peu dessous. Elles vont rester donc, ces tuiles, pendant 6-7 mois dans l'eau. Et au bout de 6-7 mois, l'ostréiculteur va ramener ces tuiles à terre. Il va les gratter donc facilement puisque ça va se dissoudre. La chaux va se dissoudre. Les huîtres auront grossi quelque peu. Et donc, il va récupérer ces petites huîtres que l'on appelle donc du naissin. Et ces petites huîtres-là, alors jusqu'à il y a quelques années, l'ostréiculteur du bassin avait deux sources de revenus. C'était la vente de ces toutes petites huîtres aux autres centres producteurs d'huîtres, en Bretagne, en Méditerranée, en Normandie, en Vendée, qui eux ne peuvent pas justement capter le naissin, avoir des petites huîtres. Donc ils vendent ces petites huîtres, ce naissin, aux autres centres ostréicoles, qui eux après les élèvent à leur façon, ce qui permet d'avoir des huîtres tout à fait différentes entre la Bretagne et la Méditerranée. Puisque le milieu d'élevage n'est pas le même. Voilà, ou le bassin d'Arcachon, puisque ce n'est pas le même terroir et que c'est un petit peu comme du vin. Oui. Là, on prétend que ça peut arriver. Suivant l'endroit où c'est élevé, ça prend un goût différent et c'est... Voilà. D'accord. Ça, c'est la reproduction. Donc, il va récupérer ces huîtres et les mettre dans des poches ostréophiles qui sont un grillage de plastique, aux mailles de plus en plus grosses au fur et à mesure que les huîtres grossissent. La première année, quand il va récupérer le naissin sur ces tuiles, il va les mettre dans une poche au maillage étroit. Il en met une poignée à peu près dans cette poche et les huîtres vont grossir très rapidement parce que c'est comme nous, bébés, nous grossissons beaucoup plus que par la suite. Donc ces huîtres, elles vont très vite grossir dans la poche et elles vont prendre pratiquement toute la poche. Donc très rapidement, au bout de 5-6 mois, il va être obligé de ramener ses poches à terre
et de les dédoubler. Avec une, il va en faire 5, 6, suivant la grosseur. Il va falloir qu'il les trie, ces huîtres, parce qu'il y en a qui vont avoir grossi plus rapidement les unes que les autres. Il y en a qui vont être mortes, il faut qu'il les sorte de la poche. Il y en a qui vont se coller les unes aux autres. Tout à fait. Il faut qu'il les dédouble avec un couteau que l'on trouve à l'intérieur. Il va dédoubler ces huîtres et il va faire ça pendant 3 ans, au fur et à mesure que ces huîtres grossissent. Eh ben, il ramène chaque fois les poches à terre et il dédouble voilà, au fil du temps. Donc pendant 3 ans. Donc, sans arrêt, c'est le principal travail de l'ostréiculteur. Donc ces huîtres, on va donc les élever pendant 3 ans. 3 ans, c'est ça. Et ben, tout semble parfait sur le bassin d'Arcachon. Ou alors est-ce que ces huîtres, elles vont rencontrer des problèmes? Est-ce qu'il y a des animaux qui vont les manger? Est-ce qu'il va y avoir de la mortalité? Comment ça se passe là? Alors, il y a beaucoup de mortalité, sachant que sur 100 petites huîtres qui vont naître, disons, ben, il y en a à peu près 20% qui arrivent à maturité. D'accord. À peine. Bon, il y a quelques prédateurs qui sont, alors principalement, le plus gros prédateur qu'il y avait autrefois, c'est moins le cas actuellement parce qu'elles sont plus protégées, les huîtres, c'était l'étoile de mer. Et lorsqu'un banc d'étoiles de mer se mettait sur un parc à huîtres, décimait en très peu de temps tout le parc à huîtres. D'accord. L'étoile de mer se fixe avec ses ventouses sur la coquille de l'huître, elle arrive à la faire ouvrir et elle envoie son estomac dans l'huître et elle la digère. C'est très particulier, l'étoile de mer. Ensuite, il y a un petit bigorneau qui est petit, hein, tout petit, mais on appelle ça un bigorneau perceur. Il se fixe sur la coquille de l'huître et il doit avoir une petite vrille et avec un petit peu d'acide très certainement. Il fait un tout petit trou sur la coquille de l'huître, il en prélève une infime partie, mais comme l'huître est blessée, ensuite elle va mourir. Il y a également le goéland qui a un gros bec et qui arrive à couper, lorsque l'huître pousse, elle est très friable, la pousse est très friable autour de l'huître. Donc il arrive avec son bec à casser cette coquille, fragile. Et ben, pareil, l'huître est blessée, donc elle s'ouvre, il mange l'huître, ou sinon elle est blessée et elle meurt. Il y a également la dorade et la raie qui ont des dents très pointues et très solides et qui arrivent à manger cette pousse de l'huître et qui, pareil, après mange l'huître. Ce sont les principaux prédateurs. Après, bon, il peut y avoir des maladies, bien sûr, mais ça, c'est... Voilà, il faut faire des analyses pour savoir quelles sont les maladies. Ce sont généralement des épizooties. Alors, ça peut être dû à mille choses, de quoi on ne sait pas toujours de quoi ça provient. Les eaux du bassin d'Arcachon sont généralement très pures. Oui, très pures. Mais oui. il peut y avoir quelquefois il puisse y avoir des trucs qui se mettent dans l'eau et qui sont néfastes pour l'huître. Sinon, le plus grand prédateur, c'est nous. C'est nous, oui, c'est nous. Voilà. Nous en consommons l'huître et la diététique. L'huître, c'est parfait parce que ça ne contient pas de corps gras et c'est beaucoup d'iode. Donc on a besoin d'iode dans notre corps et c'est parfait. On peut manger des huîtres tous les jours. Tout est super dans l'huître. On peut en manger en permanence. On peut en manger en permanence, on peut en manger froide. On peut les manger donc froides avec un jus de citron ou comme certains font avec un petit vinaigre d'échalote, mais bon, on ne le préconise pas. Non, avec un peu de pain de seigle, un petit peu de beurre de micelle. On peut la manger en tartare, en faisant quand même très attention aux règles d'hygiène quand on va hacher. Et puis, de plus en plus, on va manger l'huître chaude avec un sabayon au vin de Sauterne, un sabayon au champagne. On va griller une huître, on va faire une soupe d'huître. Enfin, c'est vrai que c'est un produit que l'on peut cuisiner différemment. Mais nous la préférons nature avec une goutte de citron ou sans rien du tout. Et accompagné d'un bon vin blanc. Voilà. Entre de mer. Donc en résumé, mangeons des huîtres. Mangez des huîtres. Mangez des huîtres.